Bonsoir. Tout d'abord, je voulais remercier Michel Salvadori et la Société médicale de l'Institut de m'avoir permis de présenter les résultats sur FIP4. Et je vais tenter en 20 minutes de tous vous convaincre un peu de l'intérêt pour tous de ce marqueur de fibrose de calcul automatique depuis le mois d'octobre 2020, soit il y a 2 ans. Voici le FIP4, la formule du FIP4 qui comporte l'âge, le dosage des transaminases ASAT, ALAT, le taux de plaquettes. C'est facilement disponible sur Internet. Et là, retenez d'emblée les scores. Moins de 1,3, pas de fibrose. Entre 1,3 et 2, en fonction de l'âge, 65 ans, et 2,67, un risque intermédiaire de fibrose. Et supérieur à 2,67, un risque élevé de fibrose. Schématiquement, toute inflammation chronique du foie va entraîner une fibrose qui peut conduire à la cirrhose, elle-même au carcinome hépatocellulaire. Dans un rapport INSERM de 2017, on estimait à 700 000 personnes en France le nombre de sujets atteints de cirrhose, avec 3 causes principales, la maladie métabolique du foie ou NASH, la maladie alcoolique du foie et la maladie virale, avec 2 seuls virus responsables d'hépatite chronique, le virus B et le virus C. Ces 3 causes représentent 90% des causes de maladies chroniques du foie. Le stade de fibrose, tel que représenté ici sur le gold standard, qui a longtemps été la biopsie hépatique et qui reste indiqué dans certaines indications. Le stade 0 pour absence de fibrose, F1 pour fibrose portale, F2 pour quelques septa, F3 pour de nombreux septa porte-aux-portes, et enfin F4 pour une cirrhose annulaire qui va définir, une fibrose annulaire qui va définir la cirrhose. Comment mesurer la fibrose? L'examen de gold standard historique et la ponction biopsie hépatique, auxquelles ont été référées toutes les méthodes, qu'elles soient sanguines ou physiques, comme le sang, ces 2 tests spécialisés principaux, enfin il y en a 3, il y a le fibrotest, le fibromètre et le test ELF. Les mesures physiques, c'est essentiellement le fibroscan qui mesure l'élasticité hépatique et donc la dureté du foie et renseigne sur le stade de fibrose. Les tests spécialisés que l'on a vus là sont de calcul payant, c'est le fibrotest, le fibromètre et le test ELF, dont vous voyez ici les composants, mais ce sont des tests spécialisés et de calcul payant. À côté de ces tests, des tests sanguins dits simples, car disponibles pour tous, gratuits, et parmi les tests simples, les 3 principaux sont le FIP4, le NfL-FLD score, le score ULIST. On a utilisé toutes ces tests dans notre étude en médecine générale, mais le FIP4 est apparu progressivement au début de notre étude en 2017 comme le test reconnu au plan international comme le marqueur de première ligne de la fibrose hépatique. Donc, voici encore la formule du FIP4, très simple, âge, ASAT, ALAT, plaquettes, avec 3 zones. La zone à risque faible, moins de 1,3 chez les moins de 65 ans et moins de 2 chez les plus de 65 ans. Un risque intermédiaire compris entre 1,3, 2 et 2,67 et un risque élevé supérieur à 2,67. Et pour ce risque élevé supérieur à 2,67, ça correspond dans 70% des cas à des lésions sévères du foie. Alors, l'étude qu'on a eu l'opportunité de réaliser avec 34 médecins généralistes du département qui étaient investigateurs dans cette première étude, qui est une étude Loyurier-Loijardet. Elle a été réalisée chez 2121 sujets sans maladie du foie connue, c'était les critères d'inclusion. Les patients se voyaient proposer un test de fibrose, c'était le FIP4, le e-lift et le fibromètre, après consentement.
Et ici, je vous rapporte les résultats du FIB4 dans cette population donc, de 1121 sujets. Le FIB4 a été retrouvé comme positif, témoin de risque de fibrose chez 19,1% des sujets, 406 sur 2121, avec un risque élevé chez 1,7% des sujets. Et vous voyez que ce chiffre va être plus bas que ceux qu'on va voir plus tard, mais là, c'était dû au fait que les malades avaient été inclus sans maladie du foie connue. Et quand j'ai eu l'opportunité de présenter ce travail à la FEF à Marseille il y a 2 ans, mes collègues universitaires m'ont dit « Mais comment tu as fait pour faire que 34 médecins soient investigateurs dans une étude ?» Et ils l'ont été. Ils ont travaillé et ils ont permis d'obtenir les résultats suivants. Les résultats ont été les suivants. C'est que 406 patients s'étaient révélés positifs. Ils étaient tous donc sans maladie du foie connue. Quand on revenait vers les médecins généralistes pour leur demander si, devant un FIB4 positif, ils pouvaient évoquer une éventuelle maladie du foie, dans 2/3 des cas, ils ont évoqué une maladie du foie, dans 33% une NASH, et 8% NASH plus alcool. Donc NASH, ça représente à peu près 41% des étiologies. L'alcool, c'était 16%, et autres, viral, médicaments, cholangite biliaire primitive, 8%. Dans 1/3 des cas, aucune cause n'était retrouvée. Donc, en fait, le FIB4 apparaissait dans ce travail comme un vrai marqueur de maladie du foie, au-delà de la fibrose, de maladie du foie. L'envoi aux spécialistes avait été laissé à la discrétion des médecins généralistes et 65 patients avaient fait l'objet d'une consultation spécialisée avec une confirmation par le FibroScan que vous voyez ici au seuil de 7 kPa, qui est un seuil de fibrose significative au FibroScan. Vous pouvez voir sur cette diapositive que le FibroScan est d'autant plus confirmé que le FIB4 est supérieur à 2,67 et surtout qu'il existe une étiologie à la maladie du foie puisque 13 des malades confirmés ont tous eu une cause à la maladie du foie. Néanmoins, et c'est sur le côté droit de la diapositive, vous pouvez voir que le schéma non confirmé inférieur à 7 kPa, chez les 20 malades, on retrouvait une cause dans 20 cas. Et ça veut dire que même si la fibrose n'est pas confirmée, s'il existe une maladie du foie, il faut intervenir sur cette maladie du foie sans fibrose avant qu'elle arrive à la fibrose. Et donc, c'est la recherche étiologique qui est fondamentale en matière de FIB4. Grâce à ce travail, ils ont présenté ce travail aux 4 grands groupes de laboratoires du département, Servaliance, BioSTRL, Eurofins et Synlab, qui ont tous accepté à partir du 1er octobre 2020 et je les remercie beaucoup, de démarrer ce calcul automatique pour tous dès qu'un médecin prescrivait NF et Transat dans tous les laboratoires de biologie médicale du département des Alpes-Maritimes, et c'est environ 120 laboratoires donc, qui ont réalisé depuis 2020 ce calcul systématique. Aux dernières nouvelles, ce calcul devrait être généralisé à la France. On a été les premiers avec la région Aquitaine. Et en octobre 2020, le syndicat des biologistes recommandait le FIB4 comme un outil de dépistage de maladie chronique du foie pour les biologistes médicaux. Je vais revenir à l'Institut, notre HM, biologie. En dernier critère est marqué en biochimie sanguine le FIB4. Je voulais vous retourner vers mes collègues de la chirurgie cardiaque, mes collègues chirurgiens de l'obésité de l'Institut, les anesthésistes, les cardios, les hépatogastros, les endocrinologues, pour leur dire qu'en chirurgie cardiaque, un qui se pose souvent avant une intervention cardiaque, c'est l'état hépatique du patient, d'autant qu'il existe un facteur de risque. Et le FIB4 peut donner un élément d'orientation et il est dans le HM et dans la biologie du patient. Pareil pour la chirurgie de l'obésité, j'invite mes collègues chirurgiens de l'obésité de regarder le FIB4 de tous leurs malades opérés pour chirurgie de l'obésité. Pour les anesthésistes, ça me paraît extrêmement important. Pour les cardiologues, en sachant que les malades de NASH meurent surtout du cœur et le cœur est un grand pourvoyeur de NASH. Pour les endocrinologues, pour les hépatogastroentérologues, on a fait une enquête avec les gastro Saint-Laurent, Sanque-Mougins, Sanque-Mougins. Il y avait aussi Cannes-sur-Mer et Grasse, dans lequel on a montré par rapport aux généralistes que chez l'hépatogastro, la maladie du foie était le plus souvent connue, 80% des cas, et qu'elle était le plus souvent confirmée par rapport aux généralistes. C'est que en comparaison aux généralistes, qui retrouvaient dans un cas sur 2 une maladie du foie.
Enfin, l'endocrinologue avec le diabétologue, 60% des diabètes s'accompagnent du NASH. Donc, le diabète la recherche du NASH au cours du diabète, c'est un peu rechercher également du même niveau que de rechercher une rétinopathie diabétique. Voici un peu pour l'Institut et l'apport qu'a pu avoir le FICAT dans notre travail de tous les jours. Alors, à la suite de ce dépistage un petit peu automatique, on a regardé avec Jérémy Cornet du laboratoire BioEstérel, dans 80 laboratoires du groupe BioEstérel, du département des Alpes-Maritimes et de l'Est du Var sur 3 mois, octobre, novembre, décembre 2020, l'état du FIP4. Et j'étais impressionné par le chiffre, ça fait quand même 131 861 tests FIP4 faits pendant 3 mois par 80 laboratoires. Et vous voyez qu'on retrouve un risque élevé, un petit peu en risque élevé dans 6,4%, et plus chez les hépatogastro-entéraux comme attendu 10,9%, et chez les endocrinos 8,9% et 4,2% chez les médecins généralistes. On a regardé aussi un test F dans cette population pour montrer que dans la population à risque élevé, la confirmation par le F intervenait dans 80% des cas. Le risque intermédiaire, c'est 12% des cas et l'absence de risque, 81% des cas. Ça donne un petit peu la prévalence de la positivité des scores de FIP4 dans une population, et c'est ce qu'on avait observé ici. Alors, la chose fondamentale devant tout FIP4, c'est en premier lieu, quand on regarde le résultat, c'est d'éliminer un faux positif. Et le faux positif, c'est la cause aiguë de cytolyse hépatique, une thrombopénie acquise ou constitutionnelle, une chimiothérapie et un âge supérieur à 80 ans. Et quand le FIP4 a été placé de façon automatique, on a demandé au Conseil de l'Ordre, qu'il a fait fort gentiment, d'envoyer un mail à tous les médecins du département pour les prévenir de la mise en place de ce test. C'est vrai que j'ai eu une réaction de certains oncologues qui m'ont dit que, attention, les malades vont, mais le test est envoyé au médecin qui doit l'expliquer aux malades. Donc, normalement, et la première démarche, et on l'a inscrit aussi dans les warnings, c'est d'éliminer un faux positif. Alors, mes collègues gastro et patho-gastro m'ont demandé de leur fournir un algorithme décisionnel pour les transmettre à leurs correspondants, de pouvoir faire dans le FIP4. On a bâti, à partir de l'étude, l'algorithme suivant, qui était un peu le même que celui qui a été proposé en région Aquitaine. Moins de 1,3, moins de 2, pas de risque de fibrose, aucune surveillance. Dans le risque intermédiaire et dans le risque élevé, la chose fondamentale, c'est rechercher un facteur de risque. Obésité, alcool, virus, comme on l'a vu, et surtout intervenir en premier lieu sur ce facteur de risque avant éventuellement de confirmer par fibroscan ou fibromètre ou fibrotest, par un test sanguin physique ou sanguin spécialisé. Et après avoir exclu un faux positif, et que, tout comme dans la recommandation de l'équipe d'Aquitaine, nous recommandons, si le score est supérieur à 2,67, un avis pathologique. Car c'est là que se trouvent les malades avec une fibrose la plus importante et sévère. Alors, la deuxième étude est celle que j'ai l'honneur de vous présenter ici. D'ailleurs, c'était une recommandation de l'Association française des maladies du foie qui nous a dit, OK, c'est bien, vous mettez en place, mais il faut évaluer. Et on a tenté d'évaluer par cette étude qui a été soumise aussi à Loi Hurier avec avis favorable du CCP Sud-Est et Outre-mer en 4 novembre, l'évaluation du dépistage de la fibrose hépatique en médecine générale auprès de 17 médecins généralistes. L'étude est intervenue de mars à septembre 2020, elle s'est terminée il y a 1 mois. Et je dois aussi remercier Jérémy Cornet qui m'a beaucoup aidé dans tout ce travail, 880 et tous les généralistes qui ont été les maîtres d'œuvre de cette étude. 880 sujets ont été inclus, tout consultant dehors de l'urgence. Et donc, NF Transin fait dans un laboratoire BioEstérel qui générait le FIP4. Si FIP4 supérieur à 1,3, un test ELF, c'était ce test spécialisé de fibrose dont on a parlé au début, un sensitive test, était réalisé sur le même prélèvement sans avoir à repiquer le malade. Il avait son FIP4 et un test ELF quand il était supérieur à 1,3. Et le médecin recevait donc le FIP4 et le test ELF, dont le seuil est de 9,8. À 9,8, ça traduit fibrose évaluée. Et on demandait au médecin de remplir un questionnaire, soit sous forme de questionnaire, soit de fichier Excel, qui comportait l'IMC, l'alcool, le diabète, de savoir s'il y avait une maladie du foie
Oui, non. S'il y avait une maladie du foie, d'en donner la cause connue. S'il y avait une maladie du foie qui n'est pas connue, de savoir s'il pouvait évoquer une maladie du foie et son étiologie. Et donc, je crois que le webinaire est un super catalyseur parce que dans la préparation de ce webinaire, j'avais reçu 320 questionnaires, j'étais un peu au fond du trou, c'était compliqué, et depuis, j'ai reçu 300 questionnaires supplémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je voulais vraiment vous remercier parce que on est à 720 questionnaires reçus, soit par fichier Excel, sur les 880 malades inclus. Et ça va pouvoir nous permettre de terminer la base et d'aboutir à l'étude statistique rapidement. Et j'espère pouvoir, comme le demandait Michel Sadori, peut-être de façon physique, vous présenter dans dans une prochaine réunion les résultats de cette étude parce ils sont à venir. Et ce qu'on cherche dans cette étude, c'est à valider de façon scientifique la proposition de conduite à tenir. On regarde sur revisiter les seuils du FIP4 parce que personne ne l'a fait et on devrait pouvoir le faire. Et de trouver ce qu'on a trouvé dans la première étude et qui est absolument fondamental, c'est qu'un FIP4 plus un facteur de risque égale une plus grande chance de confirmation et surtout doit conduire à une intervention sur ce facteur de risque. Et même quand la fibrose n'est pas confirmée, parce qu'on peut ainsi prévenir la maladie du foie. Alors, je voudrais revenir sur les facteurs de risque du NAFLD. Le surpoids, d'ailleurs, dans la première étude, et ça, c'est un élément important, on avait trouvé que parmi les 2000, plus de 2000 patients qui ont consulté les médecins généralistes, 37% à peu près étaient en surpoids. Donc, c'est un tiers de la population, avec l'obésité dans 17% des cas, le diabète dans 10% des cas, l'hypertension dans 25% des cas et la dyslipémie dans 40% des cas. Pour moi, il y a un autre facteur de risque, c'est presque la coronaropathie, parce qu'on trouve beaucoup de patients atteints de NASH avec une coronaropathie. Et je dois dire que les malades de NAFLD meurent plutôt du cœur que du foie. Donc, pour un malade de NASH, c'est l'envoyer au cardiologue. Et à l'inverse, pour un cardiologue, considérer un malade avec une pathologie des coronaires et ou une hypertension et un surpoids comme un NASH potentiel, avec possibilité d'échographie. Nos radiologues voient très bien l'échographie, la stéatose et puis le FIP4. Alors, que représente la NAFLD ou non-alcoolique fatty liver disease en France? C'est quand même un adulte sur 5. Dans cette étude, la plus grande cohorte française, cohorte constante, sur 102 034 sujets, il a été montré que la prévalence augmentait avec l'âge. Elle pouvait arriver jusqu'à 44% entre 68 et 78 ans avec l'âge et 23% chez la femme. En fait, ça représente un adulte sur 5. C'est énorme. Et c'est une maladie complètement méconnue, silencieuse, pas bien diagnostiquée, et elle mériterait d'être mieux diagnostiquée. Et le FIP4 pourrait être un des éléments qui permettrait de la reconnaître. Alors, il faut savoir que la NASH, la stéatose, la NASH fait partie de la stéatose, c'est 10 millions d'individus en France. La NASH, c'est 2 millions d'individus. La différence entre NASH et stéatose, c'est la capacité d'avoir pour la NASH une fibrose, une inflammation, ballonisation, une fibrose et la capacité d'évoluer vers la cirrhose et le cancer. D'ailleurs, la conférence de consensus européenne a préconisé chez les malades atteints de NAFLD ou alcool, le FIP4 en première ligne. Le FIP4 apparaît aujourd'hui comme un marqueur de choix de dépistage de la fibrose hépatique en première ligne. Alors, je voudrais revenir sur le traitement de la NASH. Le traitement de la NASH repose sur la perte de poids et sur l'activité physique. Sur cette belle diapositive qui remonte déjà, enfin, cette étude qui remonte à 2015, qui n'a jamais été reproduite, c'était 300 malades non cirrhotiques, tous atteints de NASH, sans cirrhose, qui avaient été soumis à un régime et à l'activité physique. Et vous voyez que chez les malades qui ont perdu 10%, supérieur à 10% du poids, c'est la barre rouge, la NASH a disparu chez 90% de ces sujets. Néanmoins, le point important de cette diapositive, vous allez voir que seulement 29 des patients avaient atteint un poids inférieur supérieur à 10%, et ça représente, en fait, il n'y a que 10% des patients qui arrivent à maigrir de plus de 10%. Donc, tout le but de nos traitements, de notre accompagnement, de notre coaching est de pouvoir arriver à cet amaigrissement de plus de 10% à l'activité physique.
Il y a une recherche thérapeutique énorme sur la NASH. L'un des médicaments prometteurs est un médicament antidiabétique qui s'appelle Ozempic, qui, quand il est indiqué chez les diabétiques, peut faire bien chez les patients atteints de NASH. Mais pour le moment, l'hygiène de vie, le lifestyle, l'activité physique reste l'élément extrêmement important de traitement de la NASH. En France, l'alcool, il y a une conférence de consensus qui a duré un temps incroyable pour définir combien était autorisé d'unités d'alcool par jour pour éviter une maladie alcoolique du foie. Et ce que je réponds à mes patients, c'est cette conférence qui dit maximum 2 unités par jour et pas tous les jours. Je rappelle que l'OMS avait décrit à 3 unités chez l'homme et 2 unités chez la femme la dose sûre. Donc, c'est 2 unités par jour. Et les virus, bien évidemment, il faut éliminer 2 infections virales, le virus B et le virus C, et faire bien évidemment rechercher l'anti-VH à chaque fois qu'on fait l'antigène HBs et l'anti-VHC. C'est les 2 seuls virus responsables de maladies chroniques du foie. Toutes les autres hépatites virales guérissent sans séquelles, sauf l'hépatite B et C qui sont susceptibles de donner des maladies chroniques du foie. Maintenant, l'hépatite C est maîtrisée, mais il faut toujours penser aux infections virales dans le bilan d'un patient qui a un FICAD positif après avoir éliminé un faux positif. Et je voudrais terminer par cette étude qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai entendue l'année dernière au Congrès américain des maladies du foie et qui a été reproduite dans d'autres études que je ne vais pas vous présenter parce qu'elles montrent les mêmes résultats et même plus sur le risque cardiovasculaire. C'est une étude rétrospective américaine dans un registre de soins primaires dans lequel 25 556 patients ont été inclus à partir de 2007 avec un calcul du FICAD. Un événement hépatique sévère, cirrhose décompensée, carcinome hépatocellulaire ou transplantation est survenu chez 837 patients, soit 4,1% de l'effectif. Et là, vous pouvez voir dans le camembert des FICAD, ça représente à peu près ce qu'on a vu, nous, dans notre expérience. Le risque élevé, c'est 6,9%. Le risque intermédiaire, c'est 63,9%. Pardon, l'absence de risque, c'est 63,9%. Et le risque intermédiaire, 29,2%. La chose importante qu'a montré cette étude, c'est que 20% des malades qui avaient un FICAD à 200, plus de 2,67 ont fait un élément grave. Je rappelle, cirrhose décompensée, cancer ou transplantation. Et le plus important de cette étude, c'est qu'il a été montré que la moitié de ces patients qui ont fait l'événement grave n'étaient pas connus au moment de l'événement grave comme étant porteurs d'une maladie du foie. Donc, il y a vraiment un travail de dépistage qui repose en premier lieu sur le médecin généraliste de permettre de reconnaître ces maladies, de les prendre en charge simplement avant l'avènement de complications graves. Et le FICAD va devenir un standard, va nous aider dans notre manipulation tous les jours. Il est simple, il mérite d'être confirmé par d'autres tests, si besoin, d'éliminer des faux positifs et toujours de se poser la question de l'étiologie, du facteur de risque. En fait, un FICAD avec facteur de risque, c'est un problème et il faut bien sûr chercher facteur de risque. Et je crois que le dépistage va permettre d'éviter des catastrophes. Et je voudrais juste terminer avant mes remerciements par cette affiche qui va être celle de la campagne orchestrée par le réseau Ville Hôpital Hépatite C Côte d'Azur, que j'ai l'honneur de présider depuis 20 ans maintenant, qui va être mise en œuvre à partir du 17 janvier prochain. Au départ, on nous avait donné une date qui était juste avant les fêtes. On s'est dit qu'on n'allait pas y être crédible auprès de nos sujets, de leur parler avant les fêtes de surpoids, d'alcool. Donc, en fait, elle est faite comme ça. En surpoids, un peu trop d'alcool, et si j'avais une maladie du foie sans le savoir. J'en parle avec mon médecin, un test simple existe. Et le pourquoi de ma communication de ce soir et des autres, maintenant, il faut essayer d'informer les médecins et surtout les généralistes du FICAD, de la possibilité de pouvoir avoir ce test facilement et de répondre à tout sujet qui viendrait vers eux pour leur demander un dépistage par un test FICAD. Ce n'est pas le FICAD à demander, il faut prescrire un F-Transin, le FICAD est fait systématiquement. Pour tout renseignement, je vous incite à aller sur le site nash06.fr qui définit tout ça. Et voilà, ça c'est l'affiche qui va être le début de campagnes qui vont intervenir 2 fois 15 jours, pendant 15 jours tous les 6 mois, tout comme on l'a fait pour les hépatites pendant 5 ans.
Et ça va être un peu notre campagne d'information grand public. Et ça va être aussi les panneaux d'écho, le tramway pour informer sur la capacité, sur la maladie du foie, son caractère silencieux et la possibilité d'un dépistage. Alors pour conclure, je voulais remercier tout d'abord, alors je voulais remercier les 34 médecins généralistes qui ont participé à la première étude qui a permis le déclenchement du calcul automatique du FIB4 dans le département. Les 17 médecins généralistes qui ont participé à la deuxième étude sur l'évaluation de la fibrose et d'avoir eu la gentillesse, ils ont dû à un moment donné me maudire de m'envoyer tous leurs data en temps et je les en remercie. Je voulais remercier Jérémy Corneille et Franck Bourneau. Jérémy Corneille, sans lui, rien n'était possible. Il a été une pièce maîtresse de la deuxième étude. Je voulais remercier les laboratoires d'analyse de ville et les grands groupes de laboratoires d'avoir accepté très tôt, en octobre 2020, de mettre en place ce calcul automatique. Je voulais remercier le réseau Ville-Hôpital Hépatite C Côte d'Azur qui a été le prometteur de toutes ces études. Je voulais remercier Michel Savadori, la société médicale de l'Institut Arnaud de Sangre, qui m'ont permis de présenter ces résultats, le FIB4. Et je voulais vous remercier beaucoup de votre attention. Alors, j'ai vu une question de Christophe Satonnet. Le FIB4 est corrélé à la fibrose sur le score métavir. Est-il corrélé également à la fibrose péritonitale? La réponse est non. À mon avis, il y a une corrélation qui est avec le score métavir qui n'est pas tout à fait importante, tout comme par exemple le fibroscan, mais simplement quand le score est supérieur à 2,67, on peut imaginer une fibrose F3, F4. Mais je n'ai pas d'informations sur la fibrose périsinusoïdale. Jérémy, merci. Merci aussi à toi, Jérémy. On a des choses qui arrivent. Oui. Oui, si vous avez d'autres questions, Christophe, mon fidèle anapathe depuis les temps, avec qui j'ai tout partagé. Alors, il reste donc un peu de place pour la biopsie. La réponse est oui, Christophe. Oui, Christophe. La réponse est oui, notamment dans les cas discordants, ou parce que finalement, maintenant, ce qui est bien, c'est un test indirect. 2 tests indirects, c'est mieux qu'un. Et quand les 2 tests sont en discordance, il reste une place pour la biopsie. La biopsie reste incontournable pour définir la cause de la maladie quand la cause n'apparaît pas évidente, et c'est le seul examen, à ma connaissance, qui permet de poser le diagnostic de cause. Pour les patients cirrhotiques, il est important parfois d'avoir une certitude de la cirrhose et son étiologie pour le suivi ultérieur, et la biopsie reste indiquée. C'est vrai qu'on fait moins de biopsies qu'au début de l'essai, mais la biopsie reste, à mon avis, indiquée dans le bilan et tous ces examens sont juste complémentaires pour arriver à la meilleure évaluation. Merci Philippe Dalmas. Écoute, je te remercie aussi parce que c'est important pour moi de présenter ça à la Société médicale de l'Institut. J'appartiens à l'Institut depuis plus de 35 ans et la Société médicale est la société de l'établissement dans lequel j'ai l'honneur de travailler depuis plus de 30 ans. Et oui, joli. Est-elle indépendante? La réponse est oui, c'est indépendant. Ça mesure, ça renseigne sur la fibrose, mais bien évidemment, c'est indépendant de l'étiologie. Et il faut toujours se poser la question de l'étiologie devant un FIB4 positif. Et aussi, l'histoire importante aussi, c'est que s'il y a une étiologie, même si le FIB4 est négatif, il faut bien évidemment intervenir sur l'étiologie. J'explique. On a beaucoup travaillé dans l'hépatite C avec des hépatites C sans fibrose, la fibrose zéro qu'on a bien évidemment, quand elles étaient virémiques, traitées. Donc on a des malades qui sont NASH, NAFLD, sans fibrose, et ces malades, si on n'intervient pas sur leur surpoids, ils vont faire une NASH. Pareil, j'ai vu dans le cas de dépistage des patients qui avaient un FIB4 un peu limite, qui consommaient 4 unités d'alcool par jour. Et ils venaient me dire, docteur, c'est trop. Mais j'ai écouté, j'ai une maladie du foie. Alors, ils sont très sensibilisés à un FIB4 qui montre une maladie du foie. Et là, ils ont facilement réduit. Pareil pour le surpoids. Il est très facile d'intervenir après un FIB4 sur un facteur de risque par rapport à un sujet qui a quelque chose d'installé depuis des années en termes addictifs.
Donc ça, c'est sûrement important. Et d'ailleurs, c'est la recommandation qu'on peut faire à nos collègues généralistes. Vraiment, la prévention, elle dépend d'eux et d'intervenir devant tout FICAD sur le facteur de risque qui est bien sûr de leur domaine. Ce n'est pas aux spécialistes d'intervenir sur une obésité, une consommation excessive d'alcool. Je crois que le généraliste est en première ligne. Bon, s'il n'y a plus de questions, je voulais vous remercier Michel Salvadori, remercier la Société médicale et vous dire au revoir et merci. Parfait, c'était super. Je vous ai freiné juste 2 fois parce que vous commenciez un peu à vous embêter, c'était très bien. Et j'aurais